considère, à l'occasion de la tenue de cette réunion, qu'il y a quand même des éléments positifs malgré tous les massacres que subit le peuple palestinien. L'un des objectifs que recherchaient les Palestiniens depuis plusieurs décennies, c'est de faire revenir la question palestinienne au centre des intérêts de la communauté internationale. Et je pense qu'avec l'avènement du 7 octobre, il est indéniable que ce but a été atteint et contrairement à ce qui se fait en Europe où on n'ose pas qualifier les événements d'actes de résistance, moi je dis effectivement que le 7 octobre a été un acte de résistance du peuple palestinien qui a évidemment démonté tout au long de ces mois passés tout l'imaginaire qu'Israël voulait et imposer au monde, à savoir qu'Israël est un État démocratique, qu'Israël est un État qui respecte les droits humains, qu'Israël peut être considéré comme un partenaire, etc. Donc pour nous, il est évident que ce qui est actuellement en cours, c'est un renversement de la tendance que nous avons observée jusqu'à présent. Et sur le plan international, on peut se réjouir de la mobilisation de peuples à travers tous les continents. Quand on voit les manifestations en Europe, aux États-Unis, en Angleterre, en Hollande, etc., on commence à percevoir qu'il y a un changement au sein des peuples pour être acteurs concernant le problème palestinien. Évidemment, le départ des événements du 7 octobre a été très pénible pour tous les démocrates à travers le monde, dans la mesure où on a lancé le mot d'ordre de la possibilité pour Israël de se défendre, alors qu'un colonisateur, normalement, n'est pas là pour se défendre, il est là pour dégager du pays qu'il occupe. Et on a créé un élément étranger aux relations internationales, le droit de l'occupant de se défendre, ce qui n'a jamais existé auparavant. Donc Israël s'affirme de plus en plus comme étant un État, d'abord ségrégationniste, qui pratique un véritable apartheid, et à mon sens, en tant que force politique démocratique et progressiste, nous devons absolument faire prendre conscience à la communauté internationale le parallèle qui existe entre Israël et l'Afrique du Sud. Parce que l'histoire de l'occupation israélienne s'identifie à ce qui se passait en Afrique du Sud, où l'apartheid était la règle pour le gouvernement en place. Et je pense que le fait d'insister sur cette nature ségrégationniste et discriminatoire de l'État israélien est de nature à faire mobiliser davantage de franges de population
à travers les différents pays. Actuellement, bien entendu, notre combat essentiel est de tout mettre en œuvre pour stopper le génocide, l'épuration ethnique et le blocus imposé par Israël, avec évidemment un leitmotiv important, c'est que la société israélienne actuellement est elle-même traversée par des doutes concernant la pérennité de cet État tel qu'il est imposé par le gouvernement d'extrême droite. Donc je dis, pour être bref, la bataille maintenant est lancée. Tous les mouvements qui défendent le droit international doivent agir à leur niveau. Je souscris à ce qui a été dit concernant la politique marocaine. Le Maroc doit rompre toute relation avec Israël et se départir des accords d'Abraham, parce que c'est la volonté du peuple marocain. Deuxièmement, nous lançons un appel à toutes les forces de résistance du peuple palestinien pour l'union, pour aller vers la victoire. Merci beaucoup. Merci Ahmed Zaki. La parole à c'est Mustafa Miftah. C'est Mustafa. Merci Saadallah, merci aux conférencières. Moi, au départ, je me disais à quoi bon parler encore de ce qui se passe depuis 20 mois. J'en parle beaucoup. À chaque fois, je me sens un petit peu libéré quand je veux parler, mais après, je suis un petit peu frustré à la fin parce que je dis à quoi ça sert. Et c'est quelque chose de fondamental. Tu as rappelé Sion, tu as rappelé Francesca Albanese. Il a dit aussi autre chose. Il a dit honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Aaron alayna. À tout le monde. Honte à nous. Ça, c'est le premier point que, rapidement. Alors, bien sûr, on ne sait pas est-ce que c'est la fin d'un monde ou le début d'un autre monde. Heureusement qu'il résiste là-bas. Alors, on a parlé de sidération. J'aurais voulu un petit peu entendre un peu plus parler d'histoire, d'invisibilisation, etc. Et la sidération, bien sûr, a touché le récit, a touché les éléments de langage, le lexique lui-même. Et on a parlé de pensée des Lumières. L'ami Mustafa a parlé de la pensée des Lumières. Qu'on se rappelle, moi je ne vais pas parler de Habermas, le dernier des illuminés. Je vais parler du droit international. Le droit international a commencé par une première parole de Grotius pendant la phase de colonisation du monde par les puissances européennes pour justifier un acte de piraterie. Monsieur Grotius, il est considéré comme peut-être le fondateur ou le cofondateur du droit international. Et c'est quelque chose qu'il faut rappeler peut-être ici. On oublie aussi, et je suis dans un parterre avec des historiens, on oublie aussi qu'en 1945, il y avait au moment, juste après, que deux opérateurs touchaient du doigt un bouton pour lancer des bombes atomiques sur des populations civiles à Nagasaki et à Hiroshima, nous, on croyait que les Américains allaient libérer le monde de l'archaïsme colonial européen. Voilà le monde qu'ils ont libéré. Deuxièmement, on vit aujourd'hui le mariage entre la technologie la plus moderne avec quelque chose qui pourrait... je n'aimerais même pas parler de Bruce, des choses les plus inhumaines
qui puisse exister, la barbarie la plus sauvage. Madame a parlé tout à l'heure des poupées ensanglantées qu'on mettait devant les écoles, des jeunes filles et des gars. C'est terrible, ce mariage, et c'est dans ce sens-là que c'est la fin d'un monde et le début d'un autre monde. Et peut-être qu'on va nous demander demain d'être meilleurs que les sauvages qui sont aujourd'hui en train de faire ce génocide. Comme peut-être nous devrions nous excuser parce que finalement, Anne Sinclair et certains intellectuels français ont commencé à parler. Ils n'osaient pas parler avant. Et peut-être que comme les Africains du Sud devront payer les colons qui leur ont pris leurs terres. Merci. Merci, c'est Mustafa Miftah. La parole c'est Abdrahim Zouioul. C'est Abdrahim, تفضل. Peut-être que je vais être quelque peu digressif, parce que je vais m'interroger sur l'aveuglement des intellectuels européens, des intellectuels occidentaux, vis-à-vis du génocide que commet Israël d'une manière répétée, d'une manière catastrophique, d'une manière qui déchire le cœur à chaque instant. Et au-delà des intellectuels européens, et je n'essentialise pas, la preuve, c'est la présence avec nous des dames respectables qui confrontent la doxa violente en Europe chaque jour. Parce que je vois qu'est-ce que vous faites sur les plateaux de télé, vous êtes toujours dans des postures instables avec vos camarades. Je m'interroge à propos je veux m'interroger aussi à propos de la gauche européenne, de la gauche occidentale. Pourquoi trouve-t-elle toujours tant de mal à critiquer Israël, à condamner Israël? La gauche, et nous appartenons quelque peu à la gauche. Qu'est-ce qui fait que cette gauche à laquelle nous apparentons, qu'est-ce qui fait qu'elle a une autre posture radicalement différente de celle qui rime avec la justice selon nous? Je dirais que même quand cette gauche communique ou énonce des prises de position, c'est des prises de position qui sont généralement timorées, timides, qui n'osent pas confronter la réalité et appeler les choses par leur nom. Je pose ces questions parce que je ne trouve qu'une réponse qui a été dite par le professeur Abdelkbir Khatibi dans un livre édité en 1974, Vomito Blanco. Et il dit dans ce livre que les Européens, encore une fois, je n'essentialise pas, il dit que les intellectuels européens, ils pâtissent d'un syndrome qu'il a appelé le syndrome de la conscience malheureuse. Oui, pourquoi conscience malheureuse? C'est-à-dire un syndrome d'un sentiment de culpabilité parce que c'est l'Europe qui a été à l'origine de la Shoah. Tous les pogroms de l'histoire juive, à peu près 99% des pogroms de l'histoire juive, se sont passés en Europe. Et qui paye le prix? C'est les Palestiniens. C'est-à-dire que la doxa européenne, qu'elle soit de droite ou de gauche, elle incrimine les Palestiniens comme pour se dispenser d'une autocritique, comme pour se dispenser d'un travail qu'elle doit faire sur elle-même. On transforme cette situation en une situation victimaire où la victime expiatoire, c'est les Palestiniens. Et je voulais vous dire que l'Occident a ainsi instrumentalisé le sionisme pour s'affranchir de sa dette morale. Il s'affranchit de sa dette morale vis-à-vis des Juifs de cette manière, en faisant une projection sur les Palestiniens, une projection victimaire sur les Palestiniens. Vous assistez tous à quelque chose de désagréable, pour quiconque d'entre vous.
toute critique d'Israël devient antisémite. Toute critique, n'importe quelle critique. Toutes les valeurs universelles héritées des Lumières sont bafouées. Les valeurs de la justice, les valeurs de l'égalité des hommes, les valeurs de l'unité des hommes, les valeurs de la démocratie, tout est bafoué chaque jour sans que personne ne crie gare. Quel est l'effet pervers de cette situation? L'effet pervers chez nous, c'est que ça fait le jeu de tous les intégristes de chez nous. On nous dit chaque jour, mes élèves, je suis enseignant, me disent chaque jour, regardez les valeurs dont vous vous faites prévaloir, les valeurs universalistes dont vous vous faites prévaloir. Les voilà, regardez que fait l'Occident. 2 poids, 2 mesures. Et je vous jure qu'il est difficile de leur répondre, qu'il est difficile de discuter avec eux à ce moment-ci, pendant cette crise si grave pour chacun d'entre nous. Enfin, je veux vous exprimer, mais ça fait salit, je veux vous exprimer une frayeur que j'éprouve à mon âge, une épouvante démesurée. Quand je me représente en train d'assister à un ethnocide génocidaire qui éradiquerait les Palestiniens comme les peuples premiers ont été éradiqués aux Amériques, en Australie et ici tout près de chez nous, aux îles Canaries. Il n'y a plus personne. Ne sommes-nous pas en train d'assister maintenant à un génocide, à un ethnocide, à tout ce que vous pouvez concevoir concernant les Palestiniens? Pourquoi j'ai cette peur? Parce que j'enseigne à mes élèves Montaigne et je leur dis que Montaigne, il a critiqué l'Occident dans sa posture hostile vis-à-vis des peuples premiers et il a défendu dans les cannibales, justement dans son chapitre les cannibales, il a défendu ces peuples comme étant des hommes égaux avec les autres et que la posture européenne de supériorité, elle est fausse. Eh bien, malgré les condamnations de Montaigne et en quelque sorte, mais à un degré moindre, de Rousseau, eh bien, ces peuples premiers n'existent plus. Ils n'existent plus. Ils n'existent carrément plus. Tellement. Je veux finir par vous dire que je me console en me disant que le droit, même s'il est bafoué chaque jour, restera éternellement exigible. Mais je me ravise sur le champ et je me dis, il faudra pour autant que les requérants existent. Et s'il n'y aura plus personne pour demander ce droit. Sophie. Merci beaucoup. Merci Césaoul. Dernier discutant et commentateur, c'est Anis Baafouij, qui va parler en son nom, mais aussi au nom de l'association Solidarité Maroc-Palestine. C'est Baafouij. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce meeting, remercier Agnès Levallois et Sandrine Mansour pour leurs exposés très enrichissants et pour leur courage, parce qu'elles se battent dans un environnement hostile et c'est pas toujours facile de défendre des idées, c'est même un combat, c'est une résistance et donc vraiment je les salue ici. Moi, je serais un peu plus optimiste que mon camarade Zréoui, dans la mesure où, de mon avis, le projet sioniste tire à sa fin. Ça me semble être de plus en plus une évidence. Pourquoi? Parce que si on voit l'histoire, le projet est né avec sa force et sa vigueur et son élan, porté par l'impérialisme britannique, américain, et puis après, l'essoufflement se voit dans beaucoup de signes. L'un des signes, c'est le taux d'émigration. Et le taux, quand la population qui part de Palestine est beaucoup plus forte
que la population qui y vient. La balance est renversée. Donc c'est un signe qui est très important. L'autre signe est un signe économique. Israël va coûter de plus en plus cher. Et Trump est quelqu'un qui compte les sous. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'argent. Donc l'aspect économique est important. Et moi, c'est pour ça que je trouve la passion de Trump à faire l'entremetteur de sa colonie. Pourquoi est-ce qu'il insiste à ce que les pays arabes signent l'accord d'Abraham ou la normalisation, comme on veut? Moi non plus, je n'aime pas ce terme de normalisation. Pourquoi? Parce qu'il veut simplement donner à Israël l'accès à toutes les ressources économiques arabes. C'est très important qu'elle puisse avoir un nouveau souffle pour pouvoir tenir, pour pouvoir ne pas être aussi dépendante des milliards et des milliards de dollars qui sont tous les jours envoyés sous forme d'armes et autres à Israël. Donc la problématique est vraiment liée à cette dynamique. C'est une dynamique qui est en train de se jouer. Le monde n'est pas fixe, il est mobile. Toute chose, toute action, eh bien, elle se répercute sur Israël et sur les sponsors d'Israël. Les grands mouvements de masse actuellement dans le monde, le boycott grandissant, les désinvestissements, on voit maintenant même des syndicats en Norvège désinvestir des fonds de pension. Tout ça, ce sont des signes précurseurs. Le problème, c'est que quand un projet tire à sa fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se fascise. Le fascisme, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Donc, on assiste à un fascisme sioniste de plus en plus sauvage, mais cette fois-ci, on peut le mettre en parallèle avec le fascisme hitlérien, avec le fascisme nazi. Et ce fascisme, et là encore, bon, là je ne veux pas être très optimiste, mais je pense que ce fascisme va nous tirer vers une troisième guerre mondiale, réellement. Parce que le problème qui va se poser, c'est que s'il faut défendre à tout prix cette colonie, il faut y mettre les moyens, et donc on va provoquer l'Iran, on va essayer d'investir d'autres pays, le Liban, le Yémen parce qu'il résiste. Et là on voit que des gens qui sont très sensibles à l'islamisme, au daïchisme, au haïdisme, ils reçoivent M. Joulani, alias Ahmed Sharah, les bras ouverts. Comment vous expliquez ça? Et ils ont créé Daesh d'abord, et ils ont créé l'Al-Qaïda, ils l'ont manipulé. Et puis maintenant, on vient, et M. Erdogan, avec un plateau d'argent, vient leur offrir quelque chose qui est quand même, on peut dire, qui a débloqué un peu l'étau qui était sur Israël, parce que la Syrie, c'est pas parce que je défends Bachar, loin de là, mais parce que la Syrie jouait le pont pour armer Hezbollah et pour avoir un certain un affrontement régional qui était quand même stressant pour Israël. Donc, le problème maintenant qui se pose, c'est que l'heure est à l'action, réellement. Et toute petite action est importante. La première des actions, nous sommes au Maroc et nous réclamons l'abrogation des accords d'Abraham. C'est la première des choses. Il est absolument impensable que le régime marocain puisse se lancer dans cette aventure
sans consultation populaire, sans rien, et donc on est en train de nous mettre dans un état de colonisation, de protectorat sioniste, et de dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ouvre une fenêtre économique à Israël pour venir exploiter des nappes de pétrole, envoyer des satellites faire de l'espionnage sur notre tête, prendre des milliers d'hectares pour faire de l'agriculture, etc., etc. Construire des usines d'armes, et ça c'est quand même très grave, parce que le peuple marocain a milité pour son indépendance. Il a donné beaucoup, il s'est sacrifié pour avoir son indépendance. Il est absolument intolérable que d'un coup de trait, parce qu'on a peur, parce qu'on est attiré par l'argent, parce que c'est un monde d'oligarques qui commandent. Nous sommes commandés par des oligarques. Il n'y a plus de gouvernement. Maintenant, le gouvernement, c'est une oligarchie. C'est tout. C'est bref, merci beaucoup. Donc, je termine sur une note optimiste. La problématique qui se pose aujourd'hui, c'est qu'avec un minimum de soutien et un minimum de manifestation, nous pouvons changer la donne. Nous pouvons renverser la dynamique. Un État arabe, j'aurais bien souhaité que ce soit le mien, qui puisse prendre des mesures courageuses, peut renverser la dynamique arabe dans son ensemble. Et ça, c'est ce que je souhaite. Et merci. Merci beaucoup. Merci, Seine Zouafrej.